Très bien les gars, nous sommes arrivés à vendredi. Je suis vraiment désolée que nous soyons en retard. Aujourd'hui a été une journée folle et cela semble devenir encore plus fou. Alors d'abord, nous allons revenir directement à notre série parce que nous vous avons laissé sur un suspense. Nous vous avons montré côte à côte le président actuel Emmanuel Macron et une personne qui est censée être le neveu de Brigitte, le neveu de sa femme. Mais ces deux personnes qui ne sont pas censées être en aucune façon se ressemblent beaucoup trop. Est-ce juste une coïncidence? Eh bien, vous vous rendrez bientôt compte qu'il y a beaucoup de coïncidences étranges qui ne cessent de surgir lorsqu'il s'agit des Macron et de leurs origines mystérieuses. Alors bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Alors pour récapituler brièvement le dernier épisode, nous avons appris que les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme un peu mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école, il gardait pour lui-même, il ne faisait partie d'aucun groupe, personne ne savait rien de lui parents ou ce qu'il faisait dans la vie, d'accord. Nous avons aussi appris qu'Emmanuel Macron en tant que président semblait en savoir très peu sur sa propre famille immédiate. Nous vous avons en quelque sorte raconté quelques histoires, sans compter quelques lignes sur sa famille, seulement quelques lignes sur sa famille dans son autobiographie tout en ayant beaucoup plus à dire sur la famille de Brigitte. Sa famille semble tout aussi éloignée de lui que lui d'eux, refusant de parler de lui à tout moment et son frère biologique a dit à un collègue de travail que Emmanuel était son cousin germain et c'était avant qu'il ne devienne président. Donc ils écrivaient tous quand quelqu'un a dit « Oh tu connais ce type qui est comme l'un des ministres » et il a dit « Non c'est mon cousin » puis il y a bien sûr la circonstance étrange qu'on lui ait posé des questions sur sa sœur biologique qui vivait à proximité d'un politicien et quand le politicien a posé des questions sur elle. Bizarrement Emmanuel n'a pas répondu mais il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire c'est bizarre. D'accord. Maintenant le seul membre de la famille qui semble avoir du temps d'antenne de Emmanuel Macron la personne dont il semble à l'aise de discuter en public et de montrer de l'affection pour et sa grand-mère était une femme nommée Germaine Nogue née Germaine Arbette qu'il appelait affectueusement Manette les voilà ensemble lorsqu'il discute de son enfance dans son livre Révolution. Elle est la seule qu'il incorpore dans son enfance souvent il a écrit cette citation donc j'ai passé mon enfance dans des livres un peu hors du monde c'était une nature morte je me souviens de ces petits matins où j'allais dans sa chambre et elle me racontait des histoires de ses amitiés pendant la guerre quand j'étais enfant je reprenais le fil de la discussion interrompue tous les jours et je voyageais à travers sa vie comme si je prenais un roman et l'odeur du café qu'elle préparait parfois. Au milieu de la nuit et ma chambre porte un pot dès 7 heures du matin quand je n'étais pas encore venu vers elle en m'exclamant avec peur inquiétude tu dors toujours? Tu sais il y avait ce journaliste qui a même spéculé elle a soulevé la possibilité qu'il ait en quelque sorte été adopté par sa grand-mère Manette soit il devient donc très important que nous en apprenions un peu plus sur cette femme. Qui était-elle? Parce qu'il prétend qu'elle lui a appris à lire, selon lui. Elle vivait à quelques pâtés de maison de ses parents à Amiens et il raconte également dans son livre qu'il a passé ses vacances d'été et d'hiver dans sa maison familiale à Barnier de Bourgeois et que c'est là qu'il a appris à marcher, c'est là qu'il a appris à pêcher, c'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents, donc beaucoup de temps passé avec ses grands-parents et peut-être que cela explique cette absence bizarre de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. C'est donc beaucoup de choses qu'il nous donne et selon les témoins, Manette était extrêmement réservée, tout comme son petit-fils, laissant souvent les volets de sa maison bien fermés, disait-il. Et une fois à la retraite, elle ne s'aventurait presque jamais dehors parce qu'elle était entourée de livres, en quelque sorte dans son propre repère, ce qui explique pourquoi et comment Macron prétend avoir été élevé dans un tas de livres également. Mais quels livres précisément? Il a donné une réponse à cela maintenant selon les journalistes Candice Nedelc et Caroline Derrien la biographie intitulée Les Macron il est écrit citation. Il a dit citation quand ils étaient adolescents ils ont écrit quand un adolescent le jeune Macron s'est échappé en lisant des livres d'André Gide et Michel Tournier ce livre s'appelant The Earl King en anglais ce sont les livres qui sont sur sa table de chevet sa grand-mère maternelle bien-aimée partageait un penchant pour ses auteurs avec lui maintenant nous avons déjà parlé d'André Gide je pense que c'était dans notre premier épisode d'introduction c'était le gars qui était un passé auto-admis, qui a admis avoir violé des garçons musulmans en Algérie en particulier pour explorer et en apprendre davantage sa sexualité se libérant des chaînes bien sur les limites si vous voulez de son éducation chrétienne et vraiment apprendre à se connaître en voyageant en Algérie.
Pourtant malgré cela Macron était à l'aise de mettre son livre tel quel sur sa table de chevet en grandissant avec grand-mère. Il était à l'aise de mettre cela dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas discuté qu'il a mentionné à ses journalistes que l'auteur est Michel Tournier, apparemment un autre favori, et le livre est un choix encore plus étrange je dirais pour une grand-mère de partager avec son petit-fils. C'est assez controversé ce livre encore une fois. Il s'appelle The Earl King. Le Earl King étant une créature mythologique qui court après les enfants et dans ce livre les passages sont bien. Je vais vous donner un passage, je vais juste vous le lire. Citer les fesses des enfants sont vivantes, tremblantes, toujours alertes, parfois enfoncées et quelques secondes plus tard souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. Maintenant je ne sais pas si mes grands-parents faisaient mal mais ils m'ont donné la Bible. Nous avons parlé de passages de la Bible. On ne nous a pas donné de livre qui parle des fesses d'un enfant. Comme si c'était complètement absurde dans ce livre. Les protagonistes du livre parlent d'enfants qui sont avancés pour leur âge, n'est-ce pas? Et voici une citation de ce livre, la catégorie d'enfants avec une maturité intellectuelle surprenante qui semblent avoir tout lu et tout compris depuis leur naissance, ce qui contredit une immaturité physique qui donne une ingéniosité à tout ce qu'ils disent. Vous savez, ça vous semble familier, n'est-ce pas? C'est pratiquement la même explication que celle sur laquelle la presse s'est mise à travailler concernant cette histoire bizarre de Brigitte qui est tombée amoureuse d'un jeune de 14 ans, et qui a décidé de l'épouser quand elle avait entre 39 et 40 ans, et qui s'est engagée sur la voie du mariage. Ils ont dit, souvenez-vous Macron, c'est comme si malgré le fait qu'il était un petit garçon, il était tellement avancé intellectuellement. Rappelez-vous qu'il était un virtuose, n'est-ce pas? Il était Mozart, vous ne comprenez pas. Il n'était pas comme des enfants ordinaires même s'il était si jeune. Nous ne voulons pas que vous y pensiez. Oui, il semble que ce deuxième auteur fournisse cette explication qui n'est pas une explication. C'est une explication qui n'aurait jamais dû être acceptée de toute façon. Je devrais vous dire que Manette est décédée le 13 avril et je suis désolée mais j'ai oublié d'écrire la date ici. Je veux dire que c'était en 2021, nous corrigerons cela. Mais le fait est que c'est aussi le 13 avril, le jour où Brigitte Macron est née, c'est aussi le même jour que le programme MK Ultra de la CIA est né. Et si vous avez regardé ma nouvelle série, c'est que je suis à la limite obsédée par l'idée d'apprendre tout ce que je peux sur le programme MK Ultra et ce n'est pas une discussion qui devrait simplement avoir lieu en Amérique. Vous savez, apprendre des choses sur les programmes de nos États profonds, ces programmes très réels qui ont existé et dont nous ne voulons pas parler à l'école est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais régulièrement la promotion ce chaos de livres parce qu'il m'a fait entrer dans une nouvelle réalité de compréhension de l'ampleur du mal que nos gouvernements ont pu avoir et je dis qu'il n'y a pas de complot ici. Le MK Ultra était réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes. Vraiment, le but principal de leur tentative de conditionner le cerveau, essayant de faire un lavage de cerveau aux gens parfois par l'isolement, ce qui ressemble à Emmanuel Macron qui a passé énormément de temps isolé tout au long de son enfance. Je veux dire, il reconnaît qu'il a vécu à travers les livres et ses amis reconnaissent ou devraient être des amis reconnaissent qu'il était en quelque sorte un solitaire et seul. Donc ils expérimentaient psychologiquement à travers l'isolement, à travers des drogues. Vous savez, le LSD, droguant les gens pour voir s'ils pouvaient les amener à commettre des crimes ou à commettre d'autres actes, essayant involontairement d'établir un candidat mandurien. Quelqu'un qui reçoit les indices fait ce qu'il veut qu'il fasse, sans se poser de questions, se demandant s'il pourrait contrôler et utiliser cela, soit dit en passant, comme une sorte d'arme, comme je l'ai dit. Il est donc important que les gens en apprennent davantage sur ce programme MK Ultra et les différents noms qu'il a pris. Comme s'il avait commencé plus tôt que lorsqu'il s'appelait programme MK Ultra et s'est poursuivi plus loin et demandez-vous si vous croyez vraiment quand ils disent qu'ils l'ont simplement interrompu. Ils ne s'intéressaient plus à droguer les soldats et à essayer de voir s'ils pouvaient tuer des gens et programmer des gens. Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement qui était capable de ce genre de mal est également capable de vous dire la vérité. Qu'une fois qu'ils ont été attrapés, ils l'ont simplement arrêté et ont également reconnu que la majorité des documents relatifs à ce programme ont été détruits, donc nous ne savons pas comment ce programme s'est déroulé à l'échelle mondiale, nous ne connaissons pas tous les éléments de ce programme et si ils ont dit qu'il faisait partie de ce programme et beaucoup ont dit que cette personne serait rejetée comme mauvaise ou folle ou mentait et un élément de ce programme était bien sur les perversions sexuelles comme commettre des agressions sexuelles afin d'établir ensuite comment cela affecte la psyché de quelqu'un des
Truc vraiment mauvais. Maintenant plus tôt je vous ai dit que les parents biologiques présumés de Macron, vous voyez ici sur l'écran, avaient des emplois intéressants dès le départ. Son père Jean-Michel Macron était psychiatre et oui bien sûr nous savons avec certitude que les psychiatres ont fait des choses mauvaises. Des choses très mauvaises au fil des ans. Ne me lancez même pas avant que je ne le fasse. Je devrais en fait commencer à parler de qui était Sigmund Freud et à quel point il est dérangeant qu'on l'enseigne dans nos systèmes scolaires ici en Amérique comme une sorte de héros qu'il a percé à travers la psychiatrie moderne. Ouais, quelle percée et quelle contribution a-t-il fait exactement? Encore une fois nous ferons une pause et en parlerons dans un autre épisode pour ne pas me perdre. Mais oui, papa Macron était psychiatre et sa mère Françoise, elle est très importante là à droite, était pédiatre. Quel combo absolu pour Emmanuel Macron en grandissant, bien intéressant. Assez quelque chose de très intéressant a été découvert sur sa mère Françoise. Maintenant nous vous avons dit qu'elle était pédiatre qui a également servi comme conseillère médicale à la Social Security Office et bien finalement quelque chose de très intéressant est apparu à son sujet et son travail pour la Social Security Administration. Je vais lire directement du journaliste Xavier le prochain livre de Pussard qui va être disponible sur Amazon si au cas où vous voulez passer à la fin de l'histoire et voir où elle se termine. Il écrit citation: face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de le visionner méticuleusement avec cette question en tête: pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux demandes des journalistes et pourquoi avait-il besoin de l'approbation de une audition à l'Assemblée nationale française a retenu notre attention, c'était celle de Sylvaine Telesphore. Elle donnait un témoignage. Donc Telesphore était la présidente de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme et l'association de l'Europe. Maintenant elle est née à Beauvais en 1956 sous le nom Sylvain Telesphore, puis a changé son nom en Sylvain par une décision de justice à Paris le 15 mai 2007. Donc en fait Sylvaine est née à Nîmes et il a incidemment révélé à l'Assemblée nationale française qu'il avait reçu un soutien administratif dans sa transition de genre par un médecin senior de la caisse primaire d'assurance maladie. Oui, vous l'avez deviné, Françoise Macron, aussi connue comme la mère d'Emmanuel Macron, donc une personne qui a fait la transition, témoigne soudainement et dit en fait: ouais, la personne qui m'a aidé à faire ça c'était le docteur Noguet. Françoise Macron m'a en fait aidé dans cette transition, donc on sait que cela a eu lieu, qu'elle était impliquée dans le soutien aux transitions de genre. La question restait alors de savoir s'il s'agissait simplement d'un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée dans cette catégorie de travail, aider les personnes qui étaient transgenres plus largement, et la réponse est arrivée l'année dernière lorsqu'une personne interex du nom d'Alexandra a décrit comment elle avait bénéficié de dérogations de citation accordées par le conseiller national de référence Dr Françoise Macron-Noguet qui, il faut le dire, est la mère du président actuel. Elle a fait un travail énorme en suivant toutes sortes de générations de personnes comme moi, en accordant des subventions pour que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes, pour que nous puissions prendre notre temps et pour que dans la vie de tous les jours nous ne soyons pas en marge. Si les gens étaient rejetés par leur famille, elle leur trouvait une petite chambre et ils recevaient une pension d'invalidité pour la durée du voyage. Bref, c'était très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation. Dans une seconde interview, elle a expliqué que Françoise non était concernée par une pathologie particulière connue sous le nom de pseudo-hermatodisme congénital primaire. Mais vous savez les gars, je suis sûre que tout cela n'est qu'une coïncidence. Tout cela, je veux dire, n'importe qui le fait. Je ne comprends pas comment ces choses continuent à se produire dans leur monde. C'est juste un théoricien du complot fou, n'est-ce pas? Juste un conspirationniste fou. Je veux dire, ouais, d'accord. Je comprends. Nous avons des questions sur le sexe de sa femme. Pourquoi son passé ne semble pas nous arriver? Nous avons des questions, bien sûr, oui, sur son passé. Son père est psychiatre. Sa mère fait un travail spécialisé pour aider les gens dans leur transition et ils ont gardé cela secret lorsqu'ils se sont mariés. Et bien sûr, lorsqu'ils sont devenus président et première dame, ils ont tout simplement eu des problèmes. Ces choses de type transgenre ou pédophile continuent d'apparaître, mais je suis sûre que tout cela est une coïncidence. Les gars, les livres, tout c'est juste une grosse coïncidence. Faisons une pause là parce qu'il va y avoir quelques autres coïncidences. Candace, très bien. Maintenant revenons à l'histoire de Brigitte parce qu'il semble y avoir beaucoup de coïncidences ici. Donc nous avions déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Baumel. C'est bien elle, la journaliste de gauche, qui a écrit des lignes dans Vanity Fair. Comme je l'ai dit, ce truc ne venait pas d'un théoricien du complot, c'est un tel mensonge qui est dit au monde anglophone. C'est elle celle qui a consacré le plus de temps à essayer de pénétrer dans le passé de Brigitte pour en apprendre davantage sur le passé de Brigitte, et elle n'arrêtait pas de se heurter à un mur. Et encore une fois, pour vous rappeler, ces journalistes étaient comme une femme puissante qui prend les commandes du palais de Élysée. Je veux juste en savoir plus sur elle pour pouvoir la promouvoir dans le monde.
Vous savez qui n'aime pas un personnage fort en particulier si vous êtes féministe comme l'était C. Écrivain. Alors elle commence à travailler sur la deuxième biographie de Brigitte intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». En fait un titre drôle c'est faux titre et Sylvie Baumel le conteste en fait dans ce même livre elle arrive à une réponse différente dans son dernier chapitre elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en fait d'avoir 15 ans elle a probablement choisi un titre différent parce qu'ils auraient paniqué au palais de l'Élysée ceci elle était partie avec il venait d'avoir 15 ans. N'est-ce pas? Ils auraient probablement fait des choses terrifiantes peut-être qu'ils l'auraient juste appelé au bureau pour une discussion et bien, tout au long de cette deuxième enquête menant à la publication de ce livre, elle a parcouru toutes ces interviews publiques données par le magazine Elle et a continué à tomber sur ces petites erreurs que Brigitte faisait sur son âge pendant certaines choses. Il y a donc ce juge très célèbre en Amérique connu sous le nom de Judge Judy et la juge Judy dit quelque chose qu'elle répète. Si vous mentez, vous devez avoir une bonne mémoire. Si vous ne mentez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une bonne mémoire parce que c'est juste vrai. Vous n'avez donc pas à vous dire « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne ?» et à faire toutes ces petites erreurs. Une erreur que Brigitte a faite dans cette longue interview biographique qu'elle a donnée au magazine concernait sa sœur aînée, sa défunte sœur Marie-Yvonne, décédée dans un accident de voiture. Quand elle a donné cette interview, elle a dit que c'était une sorte de traumatisme qui était ancré dans son esprit. Elle avait 8 ans au moment de la mort de sa sœur. Et qu'elle portait sa sœur avec elle chaque jour de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce est décédée un an plus tard à l'âge de 6 ans donc Xavier Pussard a été très troublé par cela tout de suite Sylvie Baumel a pu déterminer qu'en fait non elle n'avait pas 6 ans quand sa sœur est décédée, elle avait 8 ans maintenant c'est juste une différence de 2 ans mais j'ai l'impression qu'à l'âge de 8 ans si quelque chose d'aussi important se produit dans votre vie vous ne gâchez pas. Vraiment la date de 2 ans comme si ce serait juste un souvenir très brut. Mais peut-être que c'était juste une erreur concernant cette deuxième personne qu'elle dit être décédée la nièce qui serait décédée un an plus tard donc ce serait un gros décès dans la famille il disait juste je ne vois pas ça nulle part et il pensait que c'était étrange parce qu'il y avait tellement écrit sur les nièces de Brigitte et pourtant il n'y avait aucune mention d'une qui soit décédée nulle part. Alors il a demandé un droit de travail de faire des recherches et finalement a enfin il a pu confirmer en visitant un terrain familial que Brigitte possédait, mais la famille de Brigitte avait qu'il y avait une nièce nommée Sylvie qui était décédée à la suite d'une opération chirurgicale en 1996. D'accord, super, mais c'était presque 6 ans après sa sœur Marie-Yvonne était morte, pas un an, mais 6, ce n'est pas une énorme différence. Alors qu'est-ce qui se passait de toute façon? L'objectif principal de Sylvie Baumel dans ce deuxième livre était vraiment d'essayer d'en savoir plus sur le premier mari de Brigitte, André-Louis Osière. C'est le banquier qu'elle avait épousé quand elle avait 21 ans, le type qui s'est fait voler sa femme de manière assez dramatique par un adolescent un type virtuose du genre Mozart. Je veux dire, ça doit faire mal et personne ne pouvait entrer en contact avec lui. Rappelez-vous, nous avons parlé de Virginie Linard, ce cinéaste documenté, qui a dit de la même manière que c'était comme un trou noir, elle l'a appelé le secret le mieux gardé du palais de l'Élysée, personne ne pouvait passer. Donc il y avait aussi un magazine Capital Magazine qui résumait la situation en 2017 avec cette impression générale se référant à André-Louis le premier mari comme citation un vrai fantôme pas une seule photographie de lui sur le web pas une seule image dans l'épais presse catalogue d'agence biographie à peine mentionné sa carrière de banquier qu'est-il arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron alors ayant renouvelé son enquête à nouveau Sylvie Baumel elle a également remarqué à quel point c'était bizarre que cet homme qui avait travaillé dans 2 grandes banques, l'une d'elles étant Crédit du Nord, a apparemment quitté l'industrie sans laisser de traces. Elle a écrit dans son livre que c'était comme un épisode de Black Mirror où les bureaux du président ont trouvé un moyen de pénétrer le cerveau de ses anciennes connaissances et de tout effacer avant la sortie de son livre. Sylvie a décidé de publier quelques extraits de son livre dans ce magazine appelé Le Point. Puis soudainement enfin dans ce magazine en avril 2019 avant la publication de son livre, un photographe de mariage, une photo de mariage, le pardon est né du premier mariage de Brigitte. Ils sont donc maintenant au pouvoir et nous voilà maintenant 2 ans qu'ils sont au pouvoir et nous y voilà tada en fait. Je suppose que vous pourriez dire 1 an et 3 mois. Tada boum, voici une photo du premier mariage de Brigitte, apparemment la voici, voici la photo. Je veux que vous la regardiez. Regardez juste cette photo. On nous dit que c'est André-Louis et c'est Brigitte Trogneux. Non maintenant je dois vous dire que je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale. Mais cette femme on peut continuer comme ça un peu les gars ne me ressemble pas à la première dame actuelle Brigitte Macron je sais que les visages ont changé mais cela ne me ressemble pas à la première dame actuelle Brigitte
Macron, je sais que les visages ont changé mais ça ne me ressemble pas à la première dame actuelle Brigitte Macron. Regardez juste sa côte à côte peu de temps après le début de la carrière. Peut-être que je pourrais dire que ces personnes sont liées mais juste en vérifiant je dirais non. Qu'est-il arrivé à vos dents? Avez-vous commencé à fumer du crack? Je ne sais pas, ce n'est pas qui est cette personne sur cette photo mais vous ne pouvez pas simplement faire des suppositions sur la base de l'observation des gens et de la décision de ce qui est vrai et de ce qui est faux et nous le faisons d'ailleurs. Ils ont pu trouver Sylvie Baumel a pu trouver un certificat de mariage qui certifie que Aliette quelqu'un du nom de Brigitte Trogneux a définitivement épousé quelqu'un du nom d'André Louis Osière le 22 juin 1974. Donc c'est vérifié et non seulement ça mais le témoin du mariage était son frère Jean-Michel Trogneux et c'était une énorme avancée parce que cela nous dit que Brigitte était extrêmement proche de son frère. Si vous en avez fait le témoin de votre frère, le témoin à votre mariage, vous supposeriez que cela signifie que vous étiez super mais vraiment proche mais le public venait juste d'apprendre l'existence de Jean-Michel, donc ils vont bien. Ce n'est pas c'est bizarre. Pourquoi l'avez-vous fondamentalement effacé de votre vie comme si c'était la pire querelle de famille de tous les temps une fois que vous êtes devenue la première dame? Ouais, ça semble un peu étrange. Alors voici d'autres faits étranges que je vais partager avec vous. Dans notre lettre légale, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron bien avant la publication d'aujourd'hui de nous confirmer par écrit qu'elle l'actuelle première dame de France est en fait la femme qui est représentée sur cette photo et elle a refusé de répondre à notre question. La voici, nous vous savons que nous avons cette lettre. Elle a refusé spécifiquement de répondre à la question de savoir si c'était elle ou non. Vous voyez le numéro 8, c'est Brigitte Macron, la même personne sur la photo du mariage d'Osière. Aucune réponse et ce qui est plus intéressant c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question de base. Elle a également refusé de fournir une réponse de base à cette question dans un procès en diffamation contre la journaliste Natacha Arey. Vous en avez entendu parler à ce sujet. Elle a gagné un procès en diffamation. Et bien maintenant je vais vous donner les détails ici de la façon dont Natacha Arey a perdu un procès en diffamation, non pas à cause de son affirmation selon laquelle Brigitte Macron était un homme ou avait vécu comme un homme avant de faire la transition, si vous voulez, vers Brigitte Macron, mais plutôt en se trompant sur les détails. En spéculant, elle a regardé cette photo d'André Louis Osière et du mariage et elle a dit dans son esprit: je ne pense pas que ce type ait jamais existé et en fait l'homme sur cette photo me ressemble beaucoup plus à un autre type nommé Louis-André. Ouais, littéralement il suffit de changer le nom pour avoir André Louis sur la photo. Elle pensait que sur cette photo c'était en fait Louis-André qui est en fait sa cousine germaine, donc elle a spéculé qu'elle avait juste fait cette affirmation comme si ce n'était pas le cas. Il faisait juste semblant et c'est celui que sa cousine germaine a épousé, mais Natacha avait en fait tort. Donc le palais de l'Élysée a appelé Louis-André, ont eu une conversation et l'ont encouragé à la poursuivre en diffamation, ce qu'il a fait. Encore une fois, je veux très clairement ce qui était à la base de cette affaire de diffamation. Ce n'était pas si Brigitte Macron était née de sexe masculin et je veux aussi être clair ici que cette affaire de diffamation n'aurait pas eu lieu si ce n'était pas pour l'intervention du Palace promettant qu'ils se joindraient au procès même s'ils ne l'ont jamais fait. Comment savons-nous qu'ils l'ont fait? Parce qu'un autre journaliste de gauche, journaliste féministe nommé Emmanuel Onison, quelqu'un qui a également écrit un livre sur Brigitte Macron voulant démystifier toutes les rumeurs sur le fait que Brigitte soit née homme ou non, elle était la seule journaliste qui a réellement réussi à pénétrer dans la famille Osière. Elle a passé du temps avec ce cousin mal identifié Louis-André et il lui a raconté comment tout s'est passé et elle l'a enregistré dans son livre. L'histoire raconte que le cousin là-bas, le cousin Jean-Louis, avait une femme nommée Catherine Adouaille. Convaincue de sa théorie selon laquelle il était en fait l'homme sur la photo, elle a contacté sa femme Natacha Arey, contacte sa femme Catherine sur WhatsApp et elle envoie un message à 3 heures du matin. Elle est comme sur l'histoire. Elle sait quelque chose de bizarre et elle part avec elle instinct plutôt que les faits et elle écrit à cette femme: je sais tout, absolument tout pour vous, pour Jean-Louis, pour Jean-Michel, et je suppose que pour elle c'était comme une stratégie journalistique de ne pas vraiment tout savoir, sachant que quelque chose n'allait pas, mais espérant que si vous prétendiez tout savoir, cette personne pourrait être franche. Mais Catherine n'était pas franche, elle l'a immédiatement montré à son mari et lui a dit ce qui se passe et donc son mari a contacté Laurence Osière, vous rappelant juste que c'est la fille aînée présumée de Brigitte qui se trouve également être son cardiologue, et Lorraine dit que vous devez appeler Brigitte, vous devez appeler maman parce qu'elle pense à déposer une plainte aussi, c'est du harcèlement. Alors il le fait, le cousin appelle Brigitte et voici ce qu'il dit aux journalistes. C'est passé ensuite dans ses propres mots, citation: Brigitte me dit qu'elle est désolée et que c'est entièrement de sa faute si nous devons porter plainte et qu'elle accepte de déposer une action conjointe. J'entends la voix d'Emmanuel Marron en arrière-plan lui demandant de se dépêcher parce qu'ils doivent partir avant de raccrocher. Elle promet de m'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit ce qu'elle a fait.
Je lui ai aussi demandé de certifier par écrit que c'était elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne lui ai pas parlé directement du sujet après cela. Alors encore une fois, il dit qu'elle est comme ouais, je vais les déposer chez toi. Fais ça et il dit eh bien, pourrais-tu m'envoyer juste par écrit? Tu sais, évidemment, ce sera une preuve, ça mettra ces gens dans le pétrin. Dis-moi juste que tu certifies que c'est toi sur la photo de mariage et au palais de l'Élysée. Il dit non, ou devient froid après. Il tient sa part du marché. Il dépose une plainte contre Natacha Ray. Il envoie des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte le rappelle ensuite et dit, tu sais, en fait, le palais recommande que nous déposions notre action séparément. Voici ce que Jean-Louis dit, se passe ensuite, citation. Elle m'a dit que l'Élysée elle a préféré lancer deux actions distinctes. Elle me quittait. Cela signifiait clairement que si vous voulez continuer, vous êtes seul. Prenez un avocat. Nous avions déjà déposé une plainte. Il n'y avait pas de retour en arrière. Alors nous avons continué seuls. Depuis, lorsque j'ai essayé de rappeler Brigitte, je n'ai pas réussi à la joindre, mais j'ai contacté sa secrétaire qui est devenue injoignable. Donc pour faire court, la première dame l'a bien joué, elle l'a mis en colère et lui a dit de déposer le dossier chez vous, blablabla. Bla bla. Il a dit d'accord, pouvez-vous certifier et non. Ils ont été manipulés. Puis ils ont été trahis par le président. Le couple présidentiel et les journalistes racontent que vous pouvez certainement dire qu'il est un peu piqué, que la famille Hozière se soit sentie un peu piquée par cela. Très étrange, encore une fois. Une chose si facile à certifier. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'il passe par la diffamation pour qu'il gagne la diffamation. Car en fait, il n'était pas l'homme sur la photo, cette photo de mariage, et puis pour qu'elle et son mari puissent faire connaître les journaux, nous avons gagné un procès en diffamation contre le journaliste fou qui a dit que Brigitte était née homme et bien. Brigitte vient de gagner un procès en diffamation, vous n'arrêtez pas d'entendre qu'elle a gagné, elle a gagné des procès en diffamation concernant cela, c'est comme ça qu'ils le font à nouveau en s'attaquant aux détails mais pas au contenu de ce que les gens enquêtent. Maintenant vous devez comprendre qu'à présent en France Internet était en feu avec des conspirations, je veux dire d'abord et avant tout diable est le premier mari, où est André Lewis, et bien le destin a voulu que peu de temps après que Sylvie Baumel ait publié son livre sur la question le 8 octobre 2020, soudainement Tiffen, la deuxième fille, annonce dans un magazine hebdomadaire qu'en fait son père est déjà mort il y a un an. En fait en 2019 les gens commence à faire des relations publiques et maintenant elle dit qu'en fait il est mort il y a un an. Voici la citation qui a été publiée dans Paris Match annonçant que Tiffen a dit que mon père était mort, je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte intimité, comme c'est pratique non? Je ne connais pas le premier mari de la première dame que tout le monde commence à enquêter tombe mort juste au moment où les gens réalisent qu'il se passe quelque chose ici. Je dirais que c'est remarquablement pratique pour la famille Macron. Au fait c'est un peu bizarre mais Tiffen annonçant la mort de son père dans ce magazine Paris Match, dont nous savons que Paris Match est contrôlé dans une certaine mesure par Mimi Marchand, c'est l'un des endroits où elle fait publier des photos et des histoires particulières. Et bien ce qui est encore plus étrange c'est que Tiffen s'est trompée sur les détails de la mort de son père. Ouais, n'est-ce pas vraiment bizarre? Il n'a pas été enterré du tout, il a été incinéré et sa date de crémation n'était pas sur le 24 comme elle l'a dit mais 4 jours plus tard le 28 décembre. Comme c'est étrange, peut-être que le journaliste a juste fait une erreur, une autre coïncidence bizarre qui se passe dans cette saga sans fin maintenant. Comment connaissons-nous les dates réelles? Eh bien revenons à cela. Cousin Germain, rappelez-vous que le cousin Germain n'est pas très content de cette famille. André Louis a estimé qu'il avait été brûlé par le couple présidentiel et a déposé cette plainte et donc il s'est ouvert au journaliste Emmanuel Anonyme à propos du service funèbre. Donc apparemment l'histoire raconte qu'il avait reçu un appel de la sœur d'André, encore une fois c'est son cousin Germain l'informant du décès et qu'il y aurait des funérailles rapide. Il a fourni au journaliste le livret qui a été distribué lors de ces funérailles très rapides et je vais vous dire que c'est un choix très étrange pour une photo nécrologique. La voici, André Hozière, d'une cérémonie qui a eu lieu à laquelle téléphoné a obtenu la date mauvaise par accident. Je suis sûr que c'était le 28 décembre 2019. Je veux dire qui annoncerait ça d'ailleurs un an après, c'est juste fou. Et puis en bas il y a un je pense que ça veut dire notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa. Voilà maintenant même pour un journaliste d'extrême gauche qui n'est pas enclin aux théories du complot, même pour Emmanuel Anizan ça lui semblait être un choix très bizarre, ou une photo ou une annonce de décès. Alors elle lui a demandé carrément comme ça, c'est je veux dire c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe avec ce choix d'une photo? Et la cousine lui a dit, Jean-Louis lui a répondu et a dit citation, je pense que c'était la seule photo qui est apparue quand ils sont allés en chercher une pour l'enterrement parce que toutes les autres avaient été détruites. Détruites?
Emmanuel Muse, je ne suis pas Natacha Ray, mais je suis toujours un peu perplexe. Qu'est-ce qui reste donc? Tout ce qui reste pour la vie d'un homme en image à part sa photo de mariage est une photo de lui en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Elle demande dans son livre ouais, d'une manière ou d'une autre. Toutes les autres photos de sa vie avaient été détruites. Alors vous vous demandez probablement ce qui se passe ici. Que se passe-t-il? Eh bien, Xavier Pussard a pu retrouver le vrai André Louis grâce au dossier bancaire. Il s'avère qu'il n'a jamais travaillé à Crédit du Nord, c'est pourquoi tant d'autres journalistes tournaient en rond. Il donne donc cette information à Emmanuel de son propre chef, car elle est beaucoup plus une journaliste du journal Grand Public et elle pourrait être en mesure d'en savoir plus. Il lui donne également accès à un groupe Facebook. Il dit non, cet homme a existé et il est rempli d'anciens collègues de travail de Jean-Louis de la banque où il travaillait réellement et il l'aide à apaiser ses soupçons dans les doutes que cet homme n'a peut-être même jamais existé. Et voici comment. Emmanuel conclut de son propre chef le chapitre de l'histoire de ses recherches sur lui et il s'agit encore une fois du mari, le premier mari de Brigitte, André Louis. Osière, elle a écrit citer ses sœurs ne voulaient pas me parler ni à ses enfants alors j'ai appelé quelques anciens collègues via des groupes Facebook d'anciens banquiers. Ils parlent tous avec enthousiasme de Dédé gentil culte poli qui parlait beaucoup de ses enfants qu'il adorait Dédé qui fumait trop qu'il trouvait solitaire dévasté. L'un d'eux m'a envoyé une collection professionnelle de portraits du milieu des années 2000 où André pose en costume et cravate parmi ses collègues de l'agence. De la banque Amiens le marié de 1974 est clairement reconnaissable même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact entre eux après la retraite mais pas lui qui a coupé tous les ponts avec eux aussi. André Osière a disparu du viseur du radar. Pour ma part j'ai essayé de contacter des membres de la famille Osière mais personne n'a voulu répondre. Suzanne Spray Jean-Louis Osière la première femme m'a même raccroché précipitamment le téléphone au nez quand je lui et dit que j'étais intéressée par Brigitte Macron. Ah oui non merci monsieur oh là là non au revoir cliquez ailleurs. Jean-Louis qui a assisté aux funérailles lui dit qu'elles ont eu lieu citation juste 4 jours après le décès. Aucune information n'avait filtré dans les journaux. Le palais de l'Élysée voulait que ça se passe vite et il semble qu'Emmanuel Macron se soit personnellement impliqué pour s'assurer que ça se fasse. Les funérailles express organisées dans la précipitation tôt le matin à 8h30 avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo a été déposé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes assises dans des clans séparés. D'un côté les sœurs d'André, de l'autre les 3 enfants de Brigitte, Tiphaine, Lorraine et Sébastien Ray. Macron n'a pas assisté à la compagne d'André. Je suppose cela veut dire comme un partenaire, peut-être quelqu'un avec qui elle était en couple mais qui ne s'est jamais marié. Inconnu de tous, était également là à une certaine distance au début. Après 20 minutes la cérémonie était terminée et tout le monde est sorti immédiatement après. Je suis allée avec les autres enfants et les sœurs d'André pour un café et quelques membres du personnel de sécurité montaient la garde à l'extérieur. Nous avons fini par les laisser entrer parce qu'il faisait tellement froid, l'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement après. Tout à fait l'enterrement très rapide. Pourquoi le palais de l'Élysée est-il impliqué aussi les gars? N'est-ce pas un peu bizarre que Brigitte ne le fasse pas par respect de base? Aller assister aux funérailles d'un homme avec qui elle a été mariée pendant 32 ans. Donc Illy Palace s'est impliqué pour garder le secret mais ils n'ont pas assisté aux funérailles. Elle est que même le son a raison, le père de vos enfants aussi et c'est incroyable. Selon le cousin germain Jean-Louis à l'enterrement il a parlé au partenaire d'André qui lui a dit qu'il avait trouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de la veste d'André plus un grand montant d'argent dedans. Il a dit cité il avait vidé ses comptes, organisé son départ en catimini, il rêvait tellement d'aller en Afrique. Encore une fois très bien les gars, que devons-nous en penser? D'accord, c'est très bizarre que l'amant de quelqu'un, compagnon, partenaire, peu importe comment vous voulez l'appeler, dise que ce qui est vraiment arrivé à André Louis qui a été incinéré très rapidement, même si sa fille dit qu'il a été enterré, ce qui dit accidentellement qu'il a été enterré. Parfois on mélange ce qui est vraiment arrivé à André Louis, ce qui l'a poussé à devenir un reclus, tout d'un coup ne plus s'associer à ses anciens amis de banque des années 70. Comment toutes ces photos de lui ont-elles été soudainement détruites? Il n'en reste qu'une de lui, il a 2 photos, me voici au mariage et me voici sur une plage en slip et ce sont les seules photos disponibles de ma vie. Cela ne ressemble-t-il pas à une destruction systématique? Je ne peux penser à aucune circonstance où ce serait le cas que les photos auraient toutes disparu, comme si vous les gardiez toutes. Photos de toi dans ton enfance dans une maison. Est-il vraiment mort? A-t-il échappé avec l'aide du palais de l'Élysée? A-t-il essayé de s'échapper mais le palais de l'Élysée est intervenu? L'imagination peut certainement se déchaîner en ce moment. Nous ne pouvons rien confirmer évidemment. Ce que je peux vous dire c'est que curieusement une autre journaliste nommée Sophie Descartes a rapporté
Dans un numéro de 2022 de Paris Match qui a été publié qu'André Louis a terminé ses jours dans une clinique psychiatrique avec un garde à sa porte supervisé par Alexandre Benalla, c'est un personnage très controversé, le chef d'état-major de la sécurité notoire et controversé de l'Élysée, qui s'est retrouvé dans un énorme scandale connu sous le nom de scandale Benalla. Pourquoi ce journaliste dirait ça? Je peux vous dire que cette information a été instantanément démentie le même jour sur Twitter. Partons, mais malgré le fait que la famille soit extrêmement mensonge par nature toujours à poursuivre les gens pour diffamation, les Macron n'ont jamais poursuivi ce journaliste qui a dit ça pour diffamation. Je pense que c'est un endroit parfait pour nous de faire une pause parce que c'est beaucoup d'informations et beaucoup de pièces que vous devez assembler. Price is king, you guys. Head to makehimasandwich.com or clubcandace.com. Pre-order the book. I'm so excited. Share it, please, on your Instagrams and your Facebooks and your TikToks and tell everybody about it. It is a great book on modern feminism. Also, by the way, guys, you know, to the fellas here, I think with Valentine's Day coming up, you got to get her this gift. You got to get her this gift. Make her a sandwich.com. And if she responds well to it, you know she's a keeper. You got to marry that one. She's like, love Candace Owens. Great. Keep her. She's like, what is this? I'm a modern feminist. I don't know. I'm not saying dump her. I'm not saying she's not the one. I'm just saying that if she loves the book, she might be a keeper. That's it. All right, guys, we will see you on Monday.